merci de me donner cette opportunité de présenter ce programme de recherche qui se met en œuvre. On a débuté ça en 2021 au CSTB, donc qui va aborder la pandémie des environnements bâtis, mais sous un angle, un prisme en tout cas un peu particulier, qui est la transmission des agents pathogènes dans ces espaces et les moyens de protection associés. Alors tout d'abord, bon, je ne vais pas vous encombrer avec un contexte pandémique, mais juste repartir de cette crise effectivement globale avec plus de 6 millions de morts aujourd'hui et dans le monde, et avec tout l'ensemble des perturbations que ça a apporté, notamment au niveau de nos sociétés et notamment de nos économies. Et ce qui pointe, c'est quelque chose que l'on savait a priori déjà, mais qui montre quand même, malgré l'évolution de la médecine, notre fragilité par rapport à l'émergence de nouveaux agents pathogènes et des maladies infectieuses qui sont associées donc, dans ce monde moderne et interconnecté. Alors, ça met aussi en lumière le lien étroit entre cette logique de transmission d'une maladie infectieuse et puis les environnements bâtis. Et d'ailleurs, que ce soit la densité d'occupation, que ce soit le temps passé dans ces environnements, vous savez qu'on passe plus de 80-90% de notre temps dans ces environnements, et bien tout cela contribue finalement à augmenter la diffusion de ces pathogènes au sein des populations. Et d'ailleurs, on a tous subi malheureusement ces jauges et ces fermetures de lieux, de loisirs ou de lieux de vie au sens large. Alors, le CSTB, avec bien sûr l'ensemble de ses partenaires, travaille depuis de nombreuses années sur la qualité de l'air et pose notamment un certain nombre de questions sur notamment la transmission et le rôle des bâtiments dans la transmission notamment des virus, et en particulier les virus respiratoires dans ces espaces, et les moyens pour nous en prémunir. Alors, dans ce contexte, fin 2021, nous avons décidé de monter un programme de recherche appliquée dont les ambitions sont ici traduites. On s'est donné un horizon en 2025 pour proposer un certain nombre de choses. Et ça touche, bien évidemment, le renforcement, le développement d'un certain nombre de connaissances scientifiques sur le rôle du bâtiment, extrapolé à tous les espaces clos, c'est-à-dire j'entends également tout ce qui est du domaine du transport, dans la transmission de ces agents, et en s'appuyant notamment et en structurant des partenariats, notamment en santé humaine et animale. C'est un travail bien sûr interdisciplinaire et qui a pour vocation aussi d'essayer de répondre aux différentes échelles de temps de la crise, et notamment dans une logique de prévention et d'anticipation. Alors c'est un travail de recherche appliquée, donc in fine de tout cela, ça doit être d'apporter un certain nombre de réponses, si c'était possible systémiques et opérationnelles pour l'ensemble des acteurs socio-économiques. Et ce programme, on va le situer dans l'ensemble des grands défis environnementaux qu'on a à ce jour, notamment climatiques, et nous sommes tous bien placés pour le savoir. Alors, en termes de démarche, on a une démarche assez simple en 4 volets. Le premier volet porte sur la caractérisation du danger qui est lié à l'agent biologique, et on va parler simplement d'une approche in vitro, parce que la plupart des résultats qui seront issus de ce travail, de ce volet-là, seront générés au laboratoire. Un deuxième volet qui porte cette fois-ci sur la base du transfert de ces connaissances vers le volet 2, d'évaluer finalement les risques de contamination dans ces espaces clos. Là, on passe cette fois-ci dans in vivo, et je vais y revenir. Le volet 3 va porter sur l'ensemble des solutions, qu'elles soient de nature organisationnelle ou technologique. Et puis enfin, un volet 4 qu'il ne faut pas sous-estimer et qui est important si on veut voir des solutions émerger de ce type de programme, eh bien, c'est toute la partie valorisation et transfert vers les acteurs. Alors, si je reprends le sujet le premier volet, et je détaille un petit peu qu'est-ce que j'entends par la caractérisation de ces agents biologiques, eh bien, tout d'abord, il faut que l'on travaille sur, et on est en train de travailler sur ce que j'appelle le terme source, c'est-à-dire des données sur l'émission de ces pathogènes respiratoires dans les environnements bâtis. Aujourd'hui, on a quelques données qui sont plutôt de nature physique sur l'émission, que ce soit, on connaît la respiration, la parole, la toux, l'éternuement, etc., génère un certain nombre d'aérosols. Par contre, dans la dimension biologique, on a très peu de données, elles sont fragmentaires et parfois difficiles à exploiter, notamment sur des aspects après de modélisation, d'action de modélisation prédictive. Donc là, on travaille sur ce sujet-là, je vais y revenir. L'idée, c'est aussi de comprendre et de caractériser
tout ce que je vais appeler les facteurs abiotiques dans la persistance environnementale de ces agents biologiques. Alors ça, c'est très intéressant et très important parce qu'en fait, on sait depuis de très nombreuses années, depuis les années 1950, que par exemple certains virus respiratoires, eh bien, leur persistance, et notamment en tout cas leur infectiosité, est abaissée par certains facteurs abiotiques tels que l'humidité, hein, les études sur les modèles murins par exemple. Mais finalement, on n'a pas de mécanisme derrière. Et puis on sent très bien qu'au-delà de l'hygrométrie, on a d'autres facteurs. Et on a essentiellement, depuis ces années, et tous les travaux qui ont suivi, finalement, essentiellement des données observationnelles, et on n'a pas de modèle vraiment. Donc l'idée est bien dans ce programme, avec d'autres, bien sûr, de, cette fois-ci, modéliser et avoir un modèle explicatif qui serait une base, ensuite, pour pouvoir proposer les solutions. Donc ça, c'est un point important pour nous. Ensuite, eh bien, il y a encore un certain nombre de points, la relation entre l'exposition et les effets sur la santé, et puis le laboratoire, c'est aussi un environnement qui permet d'avancer sur les moyens de mesure et de surveillance. Deuxième volet, c'est comment on peut, donc en transférant ces données, passer cette fois-ci, je dirais, à l'in vivo, donc en fait, comment on va pouvoir commencer à travailler sur le risque de contamination dans ces espaces, et notamment mettre en place des indicateurs, des grilles multicritères pour commencer à analyser un petit peu des dangers, ou en tout cas les risques, là, parce que les dangers qui sont bien établis, les risques, lorsqu'on regarde un peu le triptyque entre le bâtiment, son usage, l'eau plus ou moins sensible, et puis associé bien sûr aux pathogènes en question. Et puis c'est également de travailler sur, comme je l'évoquais, des méthodes quantitatives, des modèles prédictifs qui vont permettre d'aller vers l'exposition ou des modèles épidémiologiques. Le troisième volet porte sur les solutions. Alors, tout d'abord, c'est de mettre en place une base de données, un état des lieux sur l'ensemble des solutions et avoir une analyse notamment performantielle de ces solutions qui sont déjà en service. Le deuxième volet porte cette fois-ci de façon très pratique puisque le CSTB et ses partenaires disposent d'un certain nombre de plateformes de recherche et développement. Et bien, l'idée, c'est bien de les ouvrir pour l'ensemble des équipes académiques et en appui aux entreprises qui souhaiteraient innover. Donc là, il y a quelque chose de très concret sur ce sujet-là et qu'on souhaite mettre en œuvre. Et puis, et au-delà de ça, bien, et la logique, c'est de continuer à développer des recherches partenariales pour favoriser des solutions de gestion innovantes. Et puis sur le volet ensuite, valorisation et transfert, eh bien effectivement c'est une logique d'accompagnement des différents acteurs, mais par exemple, et on en a parlé à la pause ce midi, il y a par exemple un aspect qui nous paraît intéressant, c'est par exemple dans une logique d'anticipation, sécuriser les logements et autres structures d'accueil des personnes malades en période pandémique, c'est-à-dire dans le cas d'un afflux tellement massif ou dans le cas si on était face à un agent un peu différent qui s'attaquait ou en tout cas qui touchait des patients différents, on serait peut-être amené à devoir soigner absolument au domicile. Et là, bon, on comprend bien, faire attention, on comprend bien l'intérêt on va dire sur le volet, est-ce qu'on peut imaginer une zone particulière au niveau de son logement, de son domicile, pour soigner une personne de sa famille, mais également alors donc des aspects un petit peu de ventilation, de physique, pour pouvoir à la fois confiner, à la fois ventiler, et puis également, donc en fait une sorte de kit un petit peu, je dirais plus technique, avec potentiellement des capteurs bas coût, on parlait des capteurs tout à l'heure, mais également d'apporter aussi aux personnes, enfin en tout cas aux soignants qui vont devoir soigner à leur domicile leur famille, eh bien, leur apporter un certain nombre de guides, d'éléments qui vont les aider justement dans ces moments un peu compliqués. Et donc là, c'est typiquement interdisciplinaire, ça associe à la fois la ventilation, la physique et puis ces sciences humaines. Alors maintenant, je rentre un petit peu sur le schéma de la transmission environnementale de ces viroses respiratoires. C'est un schéma qui a déjà quelques années, où l'on voit donc dans ce rectangle, c'est l'espace clos qui est fait figurer. Et on débute d'un réservoir humain. Il aurait pu être animal, dans le cas des zoonoses, et puis notamment des problématiques de bâtiments d'élevage où il y a également des contaminations, et finalement on a des passerelles très intéressantes. C'est dans ce cas-là qu'on peut effectivement travailler avec des personnes en santé animale.
Et donc, alors on n'a pas on va voir ici les différents compartiments de la contamination, donc les surfaces ou encore l'air. Bon, j'ai pas fait figurer les contacts directs. Alors, on va partir de ce réservoir et on va avoir déjà, pour ce qui correspond à l'ensemble des particules qui sont émises, et au niveau de l'émission, on va avoir des particules qui sont supérieures à 100 micromètres, qui ne sont pas inhalables, et donc l'ensemble de ces particules, par essence, vont finir sur des supports, et donc ça va être des vecteurs de contamination secondaire, et donc on va parler de fomites, vous le savez, et on va arriver sur un autre plus ou moins réceptif. Et puis sur toutes les aérosols qui seront inférieurs à 100 micromètres, alors en aérosol, très rapidement, des fois c'est pas mal d'avoir quelques définitions, parce qu'il y a eu quelques malentendus sur ce que c'était qu'un aérosol. Donc c'est une particule solide ou liquide, ou les deux, présentant une vitesse de chute négligeable par convention, 25 cm par seconde pour une particule de densité unitaire. Bon voilà, je vous laisse refaire le calcul si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, ça sous-entend qu'à partir du moment où la particule est inférieure à 100 micromètres, on va pouvoir, par exemple, en champ proche, avoir l'inhalation de ces particules, qu'elles soient plus ou moins hydratées, dans des domaines de taille plus ou moins différents en fonction de l'émission. Donc alors, un premier niveau de contamination en champ proche, donc 1 mètre, 2 mètres, et puis ensuite, en fonction de l'âge de l'aérosol, donc vous savez qu'il y a tout un phénomène d'évaporation, mais qui va dépendre aussi de la composition biochimique et de l'environnement. Et si on regarde, par exemple, pour de l'eau pure, c'est 1/10 de seconde, pour quelques particules de 50 micromètres, mais en fonction de l'hygrométrie également. Mais lorsqu'on passe à des particules qui présentent des protéines, du sel, etc., on a des vitesses de séchage, on va dire, qui sont très différentes. Et donc, sur des aérosols un peu plus âgés, on va parler à ce moment-là plutôt de résidus secs, eh bien, on va pouvoir avoir des contaminations en champ lointain, qui seront soit dans la même pièce, parce que ces particules vont rester en suspension un certain temps, soit vont suivre les écoulements d'air et associés également au système de ventilation. Et donc, on aura une contamination en champ lointain. Et on arrivera jusqu'à un autre plus ou moins réceptif. Et ce qui va nous intéresser dans ce travail, c'est ce qui est au centre. Ce sont tous ces facteurs environnementaux, tous ces facteurs donc, que je parle abiotiques, qui vont œuvrer sur la persistance de l'agent et sur lequel on imagine agir pour justement bien réduire l'exposition de ces occupants. Alors, en termes de méthode, jusqu'à présent, parce qu'on a déjà travaillé depuis quelques années sur les problématiques des virus respiratoires dans les bâtiments, on avait une approche expérimentale, parfois associée à un peu de numérique, mais c'est essentiellement expérimental où on va travailler aux différentes échelles, au laboratoire. On va utiliser également un environnement contrôlé réaliste, et puis enfin on va aller sur l'institut. Alors si je reprends un petit peu cette façon d'appréhender le sujet, donc on dispose d'une unité de virologie dite appliquée, où on va pouvoir manipuler ces virus. Donc vous avez l'image de cette... je ne sais pas si on peut... Ah non, on ne peut pas bouger. Donc vous avez en haut cette image de ce laboratoire. Donc on a la chance d'être au centre scientifique et technique du bâtiment. Donc on va réaliser nous-mêmes la structure. Par contre, on la fera qualifier par d'autres. Mais ça permet de manipuler des virus, notamment en aérosol, et des virus plus ou moins pathogènes. Comme on a du H1N1, on a déjà manipulé du VRS, etc. dans ces labos, en aérosol et sur les supports. Donc ça permet à la fois de faire différents travaux, de caractériser par exemple les émissions trachéobronchiques, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure le terme source. Donc on va essayer, vous allez voir une photo tout à l'heure, je vous présente un peu à quoi ça ressemble. On peut caractériser la persistance des virus en aérosol et sur les supports. Donc là, il faut décliner un certain nombre d'approches pour maintenir en aérosol ces particules dans différents domaines de taille. C'est aussi l'enjeu de pouvoir travailler sur des solutions techniques, comme les dispositifs de traitement de l'air, qui soient par exemple des épurateurs autonomes. Et là, vous avez typiquement un banc, donc vous voyez à votre droite, enfin à droite de la transparence, ce banc qui est au centre du laboratoire et qui permet de tester par exemple un épurateur autonome face à, en l'occurrence ici, c'était H1N1. Et donc on va pouvoir ainsi évaluer l'efficacité intrinsèque d'un certain nombre de dispositifs. Dans cette unité de virologie, donc vous voyez ici, je parlais de termes sources, eh bien voilà à quoi ça peut ressembler. Donc une manipulation où on va avoir un stand un pool de personnes et on va, là ici c'était, on devait faire une toux provoquée et on allait analyser sur des patients donc, qui étaient symptomatiques ou asymptomatiques, et on allait analyser à la fois le taux d'émission dans certains domaines de taille, puisqu'on était des dispositifs physiques, et puis on allait également
appréhender la présence ou non de virus. Voilà, donc ça c'est des travaux toujours faits en partenariat, et en l'occurrence ici c'était le CHU de Caen avec le professeur François Frémut à l'époque et qui travaillait déjà avec Steve Vabray, un spécialiste notamment du VRS. Et puis par exemple en bas vous avez des travaux avec le laboratoire CERTES de l'UPEC où effectivement on a travaillé sur à la fois la transmission des virus respiratoires en aérosol, mais également avec la composante surface, où là vous avez un résultat de manipulation. On va tester différents types de substrats et regarder la persistance. Alors ici c'est un phage, c'est pas bon, peu importe, il simule assez bien, le FICIS simule assez bien un certain virus respiratoire. Et donc on va suivre par exemple sur 24 heures la persistance de ce virus sur ces supports. Je passe maintenant, après la partie laboratoire, je passe à cet environnement d'études échelle 1. Alors on l'appelle Asteria. Donc en fait, c'est un volume que l'on utilise qui fait plus de 100 mètres cubes et qui permet d'expérimenter en fait différentes configurations de ventilation et d'usage locaux. C'est-à-dire qu'on peut l'aménager et le transformer sous forme de bureau, sous forme de... Alors qu'on a testé bureau, salle de classe, on peut mettre aussi une logique d'une personnalité. On utilise des mannequins instrumentés pour tester à la fois l'émission et puis l'exposition. Et puis on va pouvoir utiliser des agents biologiques au sein de ce volume pour étudier justement leur devenir, à la fois le transport, ou alors si on intègre des systèmes de traitement, qu'est-ce que l'on peut faire. Donc ça, pour information, ce type de montage, c'est réalisé ça a été possible grâce à des partenariats publics-privés, notamment avec une entreprise ici qui vendait des centrales de traitement d'air. C'est aussi le lieu qui nous a permis, par exemple, d'étudier pour la Direction générale de la santé la plupart des dispositifs d'épuration qui étaient appliqués à la maîtrise de l'aérocontamination virale. Et ça permet à la fois de se dire d'abord si d'un point de vue intrinsèque, donc je vous rappelle, dans la précédente diapo, je présentais au laboratoire la possibilité d'évaluer, par exemple, pour un dépurateur autonome, l'efficacité intrinsèque. Donc je passe un virus sur ce dispositif et globalement, est-ce que son réacteur est efficient ou pas. Et puis ici, on va pouvoir tester cette fois-ci dans une configuration maîtrisée si, dans le cadre par exemple de bureau, vous avez en bas la photo de bureau avec des très vieux PC, on voit que la photo est un peu ancienne. Et en fait, on voit finalement, en faisant un scénario à la fois d'exposition et en intégrant un système d'épuration autonome, est-ce qu'on peut être efficace et de combien on va gagner, non pas en termes d'efficacité sur intrinsèque du produit, mais vraiment dans une logique de gain sur l'exposition. Et là, en fait, on s'aperçoit, et ça a été assez étonnant lorsqu'on a testé ça, c'est que finalement, on pouvait avoir des effets contre-productifs. Ça veut dire que le petit dispositif, alors je ne vais pas citer de marque, mais le petit dispositif qui a une certaine efficacité de par par exemple, s'il utilise des rayonnements UVC ou autres, eh bien, finalement, associé à un volume avec une certaine ventilation, eh bien, il va finalement apporter potentiellement une exposition supérieure de par le puits qu'il va apporter au sein du volume. Voilà, donc ça, c'est des résultats intéressants qui permettent de dire que globalement, il faut, lorsqu'on évalue des solutions comme des dispositifs de duration qui ont été largement avancés, notamment pour les salles de classe, et donc j'y viens, on a travaillé aussi sur les salles de classe, eh bien, il faut faire attention à ce genre de dimensions, notamment de positionnement et de flux aérolique au sein des volumes. Bon, et puis là, effectivement, pour illustrer une image, on transforme le volume dans une salle de classe, et là, c'est une étude sur l'ensemble des déterminants d'exposition au virus respiratoire dans les écoles, et c'est un travail à nouveau qui a été réalisé avec le CERTES et également nos amis québécois de l'Université de Laval. Alors ensuite, il y a les études in situ. Alors, c'est l'occasion de poursuivre nos travaux in situ, notamment par exemple directement là, en Université Créteil, là, avec un stand d'étudiants, où on va caractériser à la fois, donc on est en période épidémie de grippe, il y a la carte de France rouge qui est masquée par Primcal qui nous a financé cette étude. Et en fait, on va à la fois mesurer au niveau des voies respiratoires des étudiants, puis à la fois sur les supports et dans l'air, la présence potentielle de ces virus. C'est une façon d'aborder les choses. Ensuite, vous avez par exemple en bas, vous avez une stratégie de ventilation dans les bureaux. Donc ça, c'est des études qui nous ont été commandées directement par notre tutelle.
dont l'idée était de quel type de ventilation, comment organiser son bureau et le ventiler en cas effectivement de pandémie, et qu'est-ce qui permettrait effectivement d'abaisser au maximum l'exposition d'occupants sans savoir effectivement où était le cas index ou une source potentielle. Donc on a travaillé cette fois-ci avec des gaz traceurs. Donc c'est intéressant. Puis ça permet de voir aussi, lorsqu'on commence à rentrer dans les bureaux, de s'apercevoir très rapidement que finalement les systèmes de ventilation sont très mal réalisés. Et parfois, vous avez juste la bouche, mais vous n'avez pas le système qui le suit. Donc il est important d'aller un peu plus loin lorsqu'on travaille sur ces ventilations. Alors d'autant que, et vous le savez très bien, parce que les espaces, le bâtiment est sans cesse en évolution. On parlait d'un certain nombre de bureaux, là, et la ventilation, finalement, on cloisonne, on décloisonne, on agrandit. Et en fait, les systèmes de ventilation, eux, n'évoluent pas, ne suivent rarement ça. Et donc, on a des biais très importants lorsqu'on veut ensuite ventiler correctement ces espaces. Et puis, un dernier travail, ici que je présente, sur une question posée par nos amis de la SNCF autour dans une rame de TGV, finalement, qu'est-ce qui se passe, comment je me contamine. Donc ça, c'est une étude très intéressante où on a à la fois caractérisé l'ensemble des écoulements d'air au sein de la rame en fonctionnement. Alors, il n'y avait pas de passagers, on avait la chance de travailler sur une rame en fonctionnement, mais sans passagers. Et ensuite, on a aussi œuvré pour mesurer les agents biologiques qu'on pouvait rencontrer dans une rame occupée. Mais l'idée était là à la fois de caractériser les écoulements dans cette rame TGV, et puis ensuite d'utiliser des simulants et de les émettre en faisant un scénario d'un cas index au sein de la rame, et de suivre finalement le devenir de cet agent au sein de la rame. Donc là, c'est toujours intéressant de voir qu'on peut en retrouver à certains endroits, et puis ça permet aussi de se dire en termes de comportement, une fois qu'on connaît un petit peu le système de ventilation de ces rames, de se dire qu'il y a certains endroits, par exemple, où il ne faut pas poser ces valises parce qu'on va contraindre la ventilation également dans une rame de TGV, par exemple. Donc en fait, voilà, c'est une connaissance un peu technique des choses, mais qui permet finalement de comprendre qu'en cas d'une émission dans une zone, eh bien, on peut avoir un certain nombre de surprises. L'ensemble de ces rames ont chacune une ventilation et un traitement de l'air spécifique, et pourtant on peut avoir des transferts au sein des différents espaces, et on l'a vérifié. Voilà. Je poursuis. Alors, depuis qu'on a lancé le programme de recherche, on a œuvré notamment, alors, en fonction des équipes, là, il y a des projets qui ont été déposés, et là, en l'occurrence, c'est un projet lauréat avec Acacia, et donc ça réunit des équipes du CNRS qui vont travailler avec les équipes du CSTB, qui vont travailler pour les équipes du CNRS sur la contamination en champ proche, et les équipes du CSTB qui sont habituées également à travailler sur des modèles qui vont permettre de travailler cette fois-ci plutôt dans le côté un peu zonal, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur la diffusion des polluants au sein des différents volumes ventilés. Voilà. C'est aussi, pendant 2022, ça a été aussi l'opportunité de travailler avec des industriels du traitement de l'air qui voulaient tester leurs solutions. Où là, donc, on a mis en œuvre à la fois des tests en veine d'essai, donc ça veut dire on qualifie rapidement, il ne faudra pas utiliser ça à mes collègues, parce que pour eux c'est long, mais en tout cas, on qualifie l'efficacité intrinsèque d'un certain nombre de dispositifs au niveau d'un réacteur, que ce soit, peu importe le principe, et on va émettre des aérosols biologiques en amont, et on va regarder en aval qu'est-ce qu'il en reste. Donc ça donne une vision de l'inactivation ou de la rétention de ces aérosols en fonction des principes, ou les deux. Et puis ensuite, on va pouvoir récupérer ces solutions technologiques et les intégrer à nouveau dans Astaria, où on va pouvoir simuler à une échelle réaliste et maîtrisée l'emploi de ces solutions. Voilà. Un autre projet qui est important pour nous également et qui porte directement sur l'aspect sur lequel j'ai un peu appuyé le trait, notamment, c'est sur ces facteurs abiotiques sur la persistance. Donc là, on a réuni des partenaires, l'Institut Pasteur, l'ANSES de Ploufragan, pour pas les citer, hein, l'UPEC, le CERTES, nos partenaires, on va dire, historiques, ainsi que nos amis québécois. Et l'idée, c'est de travailler sur l'ensemble de la chaîne de contamination, c'est-à-dire du terme source, que ce soit en santé animale, c'est-à-dire que c'est le porc contaminé notamment par un virus porcin, jusqu'à ensuite la persistance en fonction des facteurs abiotiques, et ça c'est géré au laboratoire. Puis enfin, on repasse sur le modèle porcin pour voir qu'est-ce qui se passe
si on est dans telles conditions, est-ce que les facteurs qu'on aura déterminés au laboratoire en termes pour abaisser la persistance seront vrais jusqu'au modèle animal pour bien vérifier que cela fonctionne. Donc on a vraiment une belle démonstration. Et puis avec nos collègues de l'Institut Pasteur, on va passer sur d'autres types de virus, plutôt hautement pathogènes. Et là, on exploitera leurs installations pour faire des aérosols dans leurs installations parisiennes. Voilà, alors j'en termine par... j'ai vu que vous aviez sur votre site la possibilité de mettre des offres d'emploi ou de recrutement. Donc j'en profite parce qu'en fait, on a besoin de se ressourcer et on est en train de rechercher des postdoctorants et des doctorants, et ainsi que des ingénieurs. Donc je me permettrai de vous envoyer des offres si vous en êtes d'accord. Ça permet de faire un petit peu du lien avec l'ensemble de la communauté. Et puis également, on est en train de réunir un consortium d'acteurs privés et publics sur l'ensemble des solutions et la promotion de solutions de biosécurisation. Et donc nous sommes aussi preneurs de tous les rapprochements que l'on pourrait avoir au travers notamment de la commune. Voilà, merci.